Bonjour, bonsoir tout le monde, nous comptons retrouver samedi ça pour nous porter une autre édition analyse. Jeudi, nous parlons d'une émission qui axée pratiquement sur relations internationales, sur Haïti, mais j'en ai évolué dans le monde là, relations avec l'autre pays, situation pays à Jean Yowel dans les Nations Unies, dans l'OEA, et nous connaissons un paquet de pays qui ont même chita ensemble pour aider, pour proposer des pistes de solutions à la crise que nous avons traversée dans le pays. Nous avons une opportunité pour nous recevoir, c'est son deuxième fois, ancien ambassadeur, ancien ministre des Affaires étrangères, M. Bokshi Edmond. Bonjour, je suis content de vous encore. C'est un plaisir pour moi avec vous matin et moi, une salutation spéciale à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole. C'est un plaisir pour moi avec vous la émission Analyse. Mais j'espère bien dire non. Bien sûr, Merci. sûr. On mérite un trophée. Alors, on commence par le dossier ça. On connaît Haïti, situation tellement dépassée acteurs au niveau régional, CARICOM a aidé à la question de dialogue, mais récemment, nous avons une implication de l'OEA. Est-ce que réellement l'implication de l'OEA est capable d'aider nous faire l'autre pas ou bien on part en avant par rapport à la crise que nous-mêmes avons en Haïti? Bon, et c'est quand même toujours un geste à apprécier à chaque fois Haïti en tant qu'État membre fondateur de ces organisations, tant régional qui c'est l'OEA et tant international qui c'est les Nations Unies. Ils voulaient porter contribution par eux et apport à un processus pour chercher normaliser la situation sociopolitique à Haïti. Je pense que c'est quelque chose à apprécier. Mais il a quand même révélé une certaine défaillance, la CANO haïtien, qui malheureusement n'ont pas jamais mis nous à la hauteur pour nous chiter ensemble et jouer une solution haïtienne. Parce qu'il y a trop de lutte d'intérêt, trop de lutte intestine, les vignerons nous vraiment dans l'incapacité pour nous proposer, ou du moins pour nous formuler une proposition haïtienne et rendre viable et rendre acceptable aux partenaires internationaux. Dans ce cas, ils viennent automatiquement créer un vide. Et vacuum ça créé, où il y a l'impression qu'il y a une certaine sensation de la part des partenaires internationaux pour remplir. Et là, il a rempli à partir des propositions, à partir des projets qui, trop souvent, ils rédigés ou bien préparés pour Haïti, mais sans Haïti. Il n'est pas tenu compte de la réalité. Il n'est pas tenu compte de nous. Mais est-ce pourquoi il est toujours important pour que nos autorités, nos leaders, ils ont toujours joué un rôle d'avant-gardiste. C'est-à-dire pour imposer et présence, même quand la volonté totale d'Haïti ne va pas être imposée ou bien acceptée, mais au moins tout se fera avec la contribution et la participation d'Haïti. Et leur un produit fini, on a certainement quoi que son produit fini qui est fait avec la contribution ou bien tenu compte de la volonté et des autorités haïtiennes qui généralement parlaient au nom d'Haïti. Et je pense que proposition lauréat, son proposition quand même à féliciter, à accepter, même quand il y a eu au départ quelques mésententes en ce qui a trait à la participation d'Haïti, à la participation réelle d'Haïti. Même penser qu'ils ont pu corriger, ils ont fait des modifications et même personnellement, je pense que, bon, comme moi, j'ai une certaine réorientation de ce projet, et personnellement, je connais que l'OEA a accepté que le conseil d'aspect, la feuille de route là, il n'y a pas une capacité pour lui. Et c'était là mes inquiétudes, parce que je sais l'organisation régionale n'a pas cette capacité. Dans une série d'aspects, notamment la question de programme humanitaire, question restauration de la sécurité, force militaire, etc. Je pense que c'est étape difficile pour eux. Mais comme il va avoir une sorte, comme je l'avais proposé, une sorte de structure hybride, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies prendra en charge certains aspects de la feuille de route qui côté une spécialisation pour lui. Et l'OEA lui-même l'a prêté l'emphase, par exemple, la gouvernance, question assistance électorale, etc. Je pense que c'est là, mais dans l'ensemble, c'est quand même une bonne chose.
du fait que l'OEA a proposé une feuille de route, même quand ça aurait été mieux d'avoir une feuille de route haïtienne. Bon, comme il y a eu l'implication du gouvernement au cours de route. Mais implication à quel niveau? Est-ce que un remaniement du document ou bien tu as seulement dit on prend des acteurs du gouvernement haïtien pour nous mettre de côté non? Non, je ne sais pas à quel niveau, mais je peux vous dire qu'il y a eu, je crois que le Premier ministre a été à Washington, à l'OEA, pour rencontrer le secrétaire général et d'autres États membres de l'OEA. Je pense que le fait qu'il y a eu la présence du Premier ministre, du chef du gouvernement haïtien, cela veut dire qu'il y a une participation, ou du moins il y a un certain aval des autorités haïtiennes pour la feuille de route. Moi, je pense que ça qui est important, c'est qu'il faut nous rassurer, nous, que la feuille de route là, même quand au départ, nous avons l'impression de faire sans nous, mais maintenant pour nous accaparer et prendre possession de lui et rassurer qu'au moins il y a certaines volontés, il y a certains intérêts d'Haïti qui sont inclus et pour nous rassurer nous que la mise en œuvre aussi, pas pour une mise en œuvre qui fait sans nous, sans les techniciens haïtiens, sans la participation haïtienne, mais une mise en œuvre qui a fait en tenant compte de non seulement des autorités haïtiennes, mais autour de tous les secteurs vitaux de la société. Effectivement, l'exécution, elle dépend, il doit impliquer haïtiens. Mais par rapport à la façon dont le monde a bougé là, nous on a gagné plusieurs conflits dans le monde, Moyen-Orient, et on dit Europe de l'Est, et récemment, États-Unis, Venezuela. Est-ce que Haïti pas risqué passer à côté? Est-ce que il pas risqué d'oublier nous tout dans l'aide que vous apporter parce que chaque monde peut aller la caillou pour être capable d'aider la caillou et puis oublier Haïti? Est-ce que vous pensez que plan ça capable d'exécuter réellement dans un temps qui n'est pas trop long? Est-ce pourquoi, au départ, il y a quelques mois, depuis janvier, je me rappelle, j'avais insisté, parce que c'était ça le projet initial. Et au début de l'année, j'avais insisté pour que les autorités haïtiennes considèrent un exercice de transformation de cette mission multinationale. Parce que comme on dit, nous avons un monde aujourd'hui qui est très bouleversé. Et on a l'impression, ou du moins c'est la réalité, volonté à Kala de la part de certains partenaires, mais on a l'impression que les ressources sont tournées vers d'autres situations. Ce n'est pas la priorité quand même. Haïti n'est pas nécessairement la priorité de ses partenaires. Est-ce pourquoi que j'avais insisté sur la nécessité de transformer cette mission? Parce que la mission était fonctionnée sur une question de financement volontaire. On avait voulu avoir un budget de 600 millions de dollars. 2 ans après, Basket Fund a réussi à collecter 111 millions de dollars. C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'on manque d'intérêt de la part des pays contributeurs. Non seulement contributeurs financiers, mais aussi des contributeurs de troupes. Et maintenant, avec le projet qui a été soumis par les États-Unis, supporté par le Panama, et pour créer une force de suppression des gangs avec une nouvelle résolution du Conseil de sécurité, et ça a permis au moins un certain financement, ou du moins une institution, une mission de paix des Nations Unies. Une stabilité dans le financement. Qui a déjà fait partie du budget annuel des Nations Unies, qui déjà a des fonds qui prévoient pour question de maintien de la paix. Mais au moins, je pense que ça a probablement aidé à éviter que la prochaine mission ça pas camper en route à cause des raisons de financement. Est-ce pourquoi que, en dépit du fait, on a l'impression, ou du moins la réalité montrait que l'intérêt de la communauté internationale, là, d'autre part, notamment avec la guerre en Europe, et aussi la situation qui se développe maintenant au niveau de la mer des Caraïbes, là où il y a une présence massive des forces américaines, et dans une certaine potentialité, éventualité de lutte contre les narcotrafiquants dans la région. Je pensais que ça capable, au cours de route, affecter le processus. Mais l'essentiel, il nous revient, nous autres Haïtiens, de voir comment, à travers notre batterie diplomatique, faire en sorte que nous maintenons caméras, nous maintenons
et toute attention ça, sur le dossier haïtien pour nous voir comment nous devons avancer parce que, comme je le dis souvent, seul Haïti ne pourra pas sortir. Mais est-ce que, je dis, la diplomatie haïtienne assez forte pour permettre que nous convaincons ensemble, on dit partenaires internationaux? Parce que, je dis, là, pas de monde qui connaît si la Chine ou bien la Russie, pas opposer à la transformation, faut ça. Est-ce que je dis, c'est pas une opportunité pour la diplomatie haïtienne pour être capable au moins jouer que le capable de jouer pour permettre que le gain plus allié au niveau international? Bon, je pense que non seulement je dis, mais cela doit être une action constante. Il est toujours nécessaire et de manière régulière pour toujours chercher à forger des alliances et renforcer les amitiés que rien déjà. En ce qui a trait à la Chine et à la Russie au Conseil de sécurité, si je me réfère à la dernière session au Conseil de sécurité il y a de cela probablement 3 semaines, quand j'ai écouté les discours des 2 ambassadeurs de la Chine et de la Russie, j'ai pu remarquer qu'il y a un changement de ton. Ils ont parlé, le discours a été beaucoup plus et qui dit un message qui ont certaines volontés pour aplanir le maire. Et je pensais que, vu le rapprochement des États-Unis et la Russie, et là, surtout dans le dossier de Cap Géré pour que le président Trump cherche une solution de paix pour l'Ukraine, je pensais qu'avec le rapprochement ça va permettre pays de comprendre la nécessité pour les Nations Unies à impliquer davantage dans la recherche d'une solution à la crise haïtienne. Et je pense que c'est ça pour la Chine aussi. Ton était un peu moins hostile. Et c'est pourquoi que je pensais, une fois que le projet de résolution ça sous table Conseil de sécurité Nations Unies, moi j'ai l'impression que je suis beaucoup plus optimiste cette fois-ci. Je pense que après une certaine abstention, même quand on va voter pour, mais ces 2 pays pourront s'abstenir pour permettre la résolution à passer et adopter cette nouvelle résolution qui parle de créer cette nouvelle structure onusienne qui parle dans quelle mesure qu'a aidé Haïti à résoudre le problème. Est-ce que je veux dire pas de marché pressé puisque nous connaissons une mission kenyane qui est là, l'État doit prendre fin à partir de début octobre. Donc est-ce que nous pensons à partir de fin septembre, nous sommes capables de joindre une réunion extraordinaire pour permettre que vous voter résolution? Je pense que c'est ça. Je pense que comme d'ici la semaine prochaine, nous rentrons dans la période de session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Par la délégation de tous les pays, tous les États membres des Nations Unies à New York. Et certainement, des cas, dans une certaine éventualité, je pense que les résolutions en cas probablement à sous table, soit à la fin du mois ou du moins au début du mois d'octobre, après les débats généraux. Les débats généraux, c'est tout chef d'État qui parle fait discours, etc. Je pense qu'après les débats généraux, probablement il y a aller sur question projet de résolution, ça, ou du moins au début du mois d'octobre. Mais entre-temps, et comme au cas où il y a eu une déclaration du président du Kenya qui parlait comment pour commencer avec un retrait progressif. Je pensais qu'il y a eu déjà un accord en ce sens sur un retrait des forces kenyanes et probablement un retrait ça fait de manière progressive, le temps pour permettre une nouvelle force de plus de 5000 hommes d'en venir. Et j'ai l'impression, probablement priorité qu'à bailler davantage sur les forces de la région. Et parce que il y a toute une théorie qui a développé en ce sens depuis quelques années, probablement les 4 dernières années. Côté APC fait une expérience en matière de maintien de la paix des Nations Unies pour plus utiliser les forces régionales quand il s'agit d'une région. Au cas où, par exemple, en Afrique, avec une force de maintien de paix des Nations Unies en Afrique, ils ont plus voulu aller vers les pays africains pour utiliser les forces armées des pays africains en force de maintien de paix en Afrique. Et la même expérience, on veut
la répéter en Amérique. C'est-à-dire, je pense que ce sera probablement l'occasion d'utiliser les forces armées, pays contributeurs de troupes, il y a plus des pays de la région pour au moins augmenter une certaine expérience au milieu des armées de la région qui a toujours contribué dans la force de maintien de paix des Nations Unies. Et c'est le cas pour, par exemple, l'Uruguay et le Salvador, deux pays généralement en Amérique qui plus des contributeurs de troupes pour les forces de maintien de la paix des Nations Unies. Je pense que probablement c'est vers là nous allons aller. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je dis à participation Haïti, c'est dans qui lignée, dans qui direction discours à doyer. Est-ce que nous avons fait une sorte de bilan de mission kenyane pour nous garder exactement ça pas de bon et ça qui est bon pour nous améliorer? Et puis tout, est-ce que aujourd'hui, Haïti pas doit gagner dans la prise de parole liée une autre forme de diplomatie, une autre forme de discours qui vous permettre de prendre plus au sérieux? Bon, je pense que ce sera un devoir de maison pour le coordonnateur du CPT. Et c'est lui qui aura à prendre la parole au nom de la République d'Haïti. Et il est toujours très important pour chaque fois un pays gagne espace à utiliser la tribune des Nations Unies pendant tout le monde converger vers New York pour faire passer message. Et je pense qu'aujourd'hui, le message haïtien doit être un message de demande d'assistance et de coopération et d'accompagnement pour permettre nous sortir au moins dans un problème infernal qui c'est l'insécurité, la lutte contre les bandes armées et créer un environnement sécurisé qui permettre nous d'aller vers des élections pour retourner Haïti sur la carte démocratique. C'est-à-dire avoir des institutions légitimes qui sortent dans l'élection générale avec des autorités légitimes, etc. Je pense que Haïti gagne ça pour l'insister sur lui, sur la nécessité d'accompagner les autorités haïtiennes, d'accompagner la République d'Haïti dans ces moments difficiles, comme un État membre, un pays qui a contribué dans le passé à promouvoir la liberté à travers le monde et qui a contribué aussi dans la lutte pour la libération de beaucoup d'États en Afrique et dans d'autres continents. Je pense que Haïti, ça a une histoire, il faut nous rappeler une histoire. Et aujourd'hui, nous avons une situation difficile, mais il est important pour nous insister sur l'accompagnement, la nécessité d'accompagner un pays, un État membre, que nous pas observer, véritablement observer, regarder un possible effondrement de l'État. Et est-ce pourquoi il est important, une obligation morale de cette organisation internationale et des partenaires internationaux pour voir dans quelle mesure qu'il va venir en aide à Haïti, mais sans oublier la participation haïtienne. Parce qu'il faut nous insister sur ça et il est important pour que les Haïtiens participent dans le processus-là pour que volonté haïtienne, même s'il pas 100%, mais au moins, nous avons dit que telle action tu prends, pas sans nous, mais avec nous. Évidemment. On a toujours été dans le cadre de l'Assemblée générale là, et gagné information qui a circulé par rapport à refus que les États-Unis t'a baillé à l'autorité palestinienne pour pas entrer sur le territoire. Est-ce que vous avez une information qui fait qu'on est réellement et a fait en Europe? Bon, et moi, information sur les réseaux sociaux, même pas quoi les vérifier. Certainement, les États-Unis, l'administration américaine décidé à travers le département d'État pour pas autoriser les représentants de l'État palestinien à venir participer dans l'Assemblée générale là. Même parce que il y a des démarches probablement au niveau des Nations Unies qui ont fait pour voir comment ils ont reconsidérer de telles décisions. Je suis sûr que arriver à une certaine entente. Parce que, pas oublier qu'il y a une entente entre les États-Unis et les Nations Unies pour accord de siège là, qui permet l'Organisation des Nations Unies de New York. Et là, après ça, ils considèrent que les Nations Unies comme un espace qui en dehors
on a dit l'espace géographique qui est dans la juridiction américaine. Même parce que ça permet de rejoindre une négociation, et négociation, ça, monsieur, la privée sur des résultats. Il y a besoin de entente en ce sens. Je dis, est-ce que Jean y a là, façon que le pays a dirigé, c'est qui prix quand même, donc à payer, je vais parler de prix, je ne sais pas qu'on est sur le plan diplomatique, est-ce que bien dit, pour que au moins ça ne va pas jouer à l'intérieur comme élément constitutif pour nous capable de redorer blason nous sommes capables au moins des pays qui choisissent de coopérer avec nous. Bon, je pense que la première étape ça aurait été aux Haïtiens eux-mêmes de prendre des dispositions pour reconstruire tête, reconstruire le pays, pour redorer l'image du pays. Et moi-même, je considère en ce sens chaque Haïtien son ambassadeur d'Haïti, notamment nos compatriotes dans la diaspora. Et il y a un petit détail, oui, qui permettent nous de contribuer à la reconstruction de l'image. Parce que sur la scène internationale, il faut le reconnaître, image nous, pas bon. Image nous vraiment à zéro. Processus de reconstruction image, c'est une contribution chaque Haïtien, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avant pour l'autre pays ou bien l'autre partenaire contribuer là-dedans. Parce que Haïti est d'abord aux Haïtiens. Chaque petit détail, notamment aspect réseaux sociaux, par exemple, je pense qu'il est important pour des images en Haïtien publiées sur Haïti, je pense qu'il est important pour poser cette question, est-ce qu'elle vaut la peine pour faire? Parce que ce sont des images qui restent. Et l'Ibral prend pile temps. Là, nous voulons reconstruire l'image en termes de coûts. Et l'Ibral prend temps. Là, on a créé tout autour de non-Haïtia et toute une série de idées qui sont seulement basées sur la négativité. Parce que nous avons un pile de bagages positifs, nous avons vendu tout, nous avons montré. Mais on a l'impression, même quand les réseaux sociaux, c'est un outil important aujourd'hui, que nous avons utilisé, un outil de développement, un outil de promotion et des choses positives, mais malheureusement, il y a un bagage négatif sur les tout. Qui, d'une certaine manière, la jeu sur l'image. Mais en ce qui a trait à la restauration, du moins à redorer blason, l'image, je côté étranger rentrer là-dedans. Je pense qu'en pile fois, étranger a plus intérêt à la négativité. Mais côté me développer, c'est parce que je dis à l'image pays a gagné, elle pas seulement dépend de grains haïtiens individuellement, il dépend tout de monde qui dirige nous, d'institutions qui effondrées. Absolument. Est-ce que je dis on pas retourner sur la voie diplomatique et démocratique, côté que au moins qu'on prenne au sérieux sur le plan diplomatique, parce que je dis est-ce que vous pensez bien des pays qui ont accepté coopérer avec l'autorité qui a, puisque vous dit des fois vous dit pas légitime, il n'y a pas un mandat populaire, est-ce que le retour à l'ordre démocratique pas doué une condition sine qua non? Bien sûr, et moi c'est autant que je me rappelle, c'est l'une des missions essentielles du Conseil présidentiel de transition. Et le gouvernement, c'est de travailler à restaurer la sécurité et ensuite organiser le référendum et les élections générales. Or, ces autorités, certes, elles ne sont pas légitimes parce que pas sortir dans l'élection, mais elles sont des autorités de fait. Et au cas où tout pays a accepté nos différents représentants, nos ambassadeurs, nos consuls généraux, etc. C'est-à-dire, on reconnaît ces autorités comme des autorités de fait. C'est eux-mêmes qui gagnent la gestion du pouvoir. Par contre, ils sont là. Mais c'est toujours de bon augure pour, par exemple, en 2025, pour un pays comme Haïti, qui a fait choix en 87 avec la nouvelle constitution que nous avons ratifiée, qui a fait le choix d'être un État démocratique. Pour un État démocratique, pour une institution démocratique, c'est-à-dire le Parlement et toute institution qui est liée avec le fonctionnement de l'État, pour y fonctionner, pour y exister. Et au jour le jour, quand on a renforcé cette tête, ça permet de nous avoir un État qui est fort.
Et je pense que c'est là la responsabilité de nos dirigeants, et notamment les dirigeants de cette transition, pour rassurer au moins et ils ont accompli mission ça, qui est de travailler durement à restaurer la sécurité et créer une atmosphère ou bien un environnement et pacifié, sécurisé et qui mener le peuple haïtien vers des jours électorales et choisir autorité et institutions. On va le proposer rapidement, mais qui te demande en quelques secondes, est-ce que vous pensez, pas penser, mais est-ce que vous tendez au niveau international, notamment à l'OEA, vous croyez que carré élection pour que une passation de pouvoir à l'horizon de février 2026? Bon, je pense que ça, pratiquement, on a regardé presque vraiment impossible. Mais il revient aussi fondamenter à des techniciens experts en question électorale, en matière électorale, pour évaluer et est-ce que le possible, ou du moins, quel type de stratégie qui mettre en place pour gagner des élections. Mais à première vue, comme citoyen qui vivent dans le pays, ou qui a l'impression que c'est difficile. Parce que jusqu'à présent, nous pouvons arriver compte tenu et émancipation qui apprend des espaces au jour le jour. Parce qu'il y a eu des efforts et il faut toujours profiter pour me féliciter les officiers, les policiers nationaux et aussi les militaires des forces armées d'Haïti. Parce qu'ils ont fait un bel effort en ce sens qui permet de nous un minimum de sécurité dans la vie toujours, mais un peu été pour fait et je pense que la présence de cette nouvelle mission avec plus de 5000 hommes que je prévois, c'est ça qui a probablement contribué à changer donne et après ça, on va évaluer pour quelle est la possibilité ou bien est-ce qu'elle est faisable ou pas. Merci. Nous allons gagner rapidement pour nous proposer. Nous allons bien pour nous parler sur l'autre bagaille, tant que le sommet des Amériques, relations Haïti avec plus proches voisins nous, et puis tout dossier visa et nous États-Unis, service consulaire mettez mon nom tête chargée là. Là, nous allons gagner pour nous parler sur ça. On va suivre l'émission Analyse qui passe sur Radio et Télémétropole chaque samedi matin et qui est reprise les lundis matin, lundi soir. Et on va joindre tous sur réseau, notamment sous page, sous chaîne YouTube Métropole Télé. Restez sur Radio Télévision, on attend tout de suite. Métropole. Merci d'être toujours été branché Radio Télémétropole. L'émission c'est Analyse. Jeudi, invité nous c'est ancien ambassadeur Haïti à l'OEA, ambassadeur d'Haïti à Washington et ancien ministre Affaires étrangères, M. Bokshi Edmond. Dans la première partie, on a regardé essentiellement plan OEA, gagné, bon, il y a un peu de monde qui a réserve et ou même tout ou expliquer quelques petits bagages qui pas aller mais qui est capable de corriger au fur et à mesure. Notez également la question de l'Assemblée générale ONU qui parle pour faire très prochainement. Nous avons annoncé de parler du sommet des Amériques, relations Haïti avec Dominicaine, mais il y a un dossier qui est très important qui, on dit, on a parlé de lui quelques jours, mais il y a une précision qui méritait porter ce dossier. Ça. C'est la question de CARICOM, c'est libre circulation. Donc, il y a une information qui fait qu'on est que il y a 4 pays, tant que Belize, Barbade et Saint-Vincent, exactement. En pile, on a posé cette question. Est-ce que Haïti réellement fait partie de pays qui prennent le gagnant pour entrer dans le cadre de libre-échange ou bien tout, réduit à 4 pays ça, qui pas là, qui viennent entrer, ou bien tout, c'est entre eux-mêmes parce que il y a un flou d'informations. C'est qu'ils sont capables de dire nous comme clarification. Bon, je pense que c'est important pour nous clarifier parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux et notamment sur le site Métropole qui était dit, je pense que quelque part, il y a une erreur qui commettent de bonne foi. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Par aucune décision de ces 4 pays qui autorisent Haïti à voyager sans visa. Il y a un processus qui est en cours, un processus de mise en œuvre de l'article 24 du traité de Chaguaramas. Le traité de Chaguaramas, c'est un traité qui établit CARICOM, c'est acte de naissance baptisé CARICOM. L'article 24, il parlait de libre circulation des citoyens de la CARICOM dans l'espace CARICOM.
Il y a des pays qui ont des accords bilatéraux entre eux qui permettent de faire, mais il faut qu'on effectif de manière générale, c'est-à-dire pour permettre n'importe citoyen haïtien avec passeport d'aller n'importe pays dans la zone nord sans visa. Je pense que c'est important pour nous dire que le processus est en cours, il y a un mécanisme au fur et à mesure. Le dernier sommet chef d'État et de gouvernement qui était fait Montego Bay, je crois en juillet dernier, effectivement, ça c'est un point qui était discuté. Il était discuté parce qu'il y a un processus pour mettre en œuvre, pour faire une réalité, article 24 là, qui permet au fur et à mesure tout citoyen CARICOM qui voyager à l'intérieur de l'espace CARICOM. Mais dans l'ensemble, et pour qu'on ait une décision. Je me rappelle, par exemple, quand j'étais ministre, durant l'administration du président Moïse, il y a eu une décision du gouvernement de la Barbade avec la première ministre Mia Motley, qui était fin privée dans le gouvernement en 2019. Elle avait décidé d'initier ce processus, permettre aux Haïtiens d'entrer Barbade sans visa. Mais ça devient toute une série de problèmes, des gens qui ont exploité nos frères qui prennent l'argent en main, qui ont dit que tu as au travail Barbade, les arrivés, ils deviennent rendre compte qu'on dans l'haïtien qui l'a gué Barbade, monde qui te prend l'argent te dit pour une chose, par exemple chercher à l'aéroport, commencer à créer des problèmes, là le gouvernement Barbade a décidé de suspendre sur essai. C'est un essai qui a fait. Mais ça a remonté à 2019-2020. Et depuis lors, la décision s'est décampée, il n'y a pas de fait encore. Mais pour le moment, information, ce n'est pas décision, pas aucune décision qui permette à Haïti de rentrer dans 4 pays. Il y a toujours à parler dans le cadre mise en œuvre là. Et toute décision qu'a discuté entre eux pour venir rendre esprit article 24 traité, la libre circulation des mouvements, de la libre circulation des personnes, des citoyens de la CARICOM, de l'espace CARICOM, viennent en réalité. Il y a un travail sur lui, mais au fur et à mesure, cela dépendra de la politique intérieure de chaque État CARICOM pour qu'on ait qui approche à bien vis-à-vis de tel citoyen de tel pays. Même il a l'espace là, mais il a décidé pour des raisons de sécurité nationale, ou du moins pour d'autres raisons, un groupe de pays, ou bien un pays où on voulait rentrer sans visa, il voulait un certain contrôle toujours. Et je pense que c'est ça, l'idée, mais il n'a jamais eu une décision de ces 4 pays pour permettre à Haïtiens d'entrer sans visa. À nous rester dans les Caraïbes, là, toujours, certainement, et voisins nous, République dominicaine n'est pas dans CARICOM, mais ces pays, d'après un peu le monde, nous avons deux plus bonnes relations avec lui parce que c'est 2 pays qui sont îles, qui sont inséparables. Je dis, est-ce qu'on connaît dans quel point relation 2 pays ça parce que depuis quelques années, il y a une frontière qui est fermée, qui est terrestre, qui est au niveau aérien, où il y a l'impression que les pays n'ont pas communiqué réellement, qui c'est citoyens entre eux-mêmes, qui c'est autorités. Est-ce que réellement, au niveau autorité, il n'y a pas aucune démarche qui fait pour qu'il y ait un rétablissement des relations binationales? Ou bien pour une harmonisation de ces relations, parce que les relations existent. Il existe. Et je pense qu'il y a un peu d'effort qui fait dans ce sens. 3 mois de cela, je dis une relation qui est au point mort. Mais depuis l'arrivée du nouvel ambassadeur d'Haïti à Santo Domingo, il y a des efforts qu'a fait. On croit qu'il y a des ponts qui commencent à jeter entre l'ambassade et la chancellerie dominicaine. Il y a eu des réunions entre la délégation haïtienne de l'ambassade et la chancellerie dominicaine. Et je pense que quelque part, c'est quand même à féliciter. Je crois hier, j'ai vu il y a eu une délégation représentative du secteur privé haïtien qui a rencontré le ministre des Affaires étrangères dominicain. Je pense que c'est déjà quelque chose de positif. Je pense qu'il y a un peu d'effort à faire pour continuer à harmoniser les relations. Parce que, écoutez, nous, c'est 2 pays qui partagent la même île. Là. Nous ne pouvons jamais pas entendre. Il faut nous chercher une façon pour nous entendre. Certainement, il y aura toujours des différends. Certainement, il y aura toujours des désaccords.
Mais l'essentiel, c'est avoir un canal de dialogue constant entre les deux pays, entre les deux chancelleries, pour rassurer nous que les relations y auraient été au beau fixe, même quand il va y avoir des hauts et des bas, et au cours de route. Mais l'essentiel, c'est que nous sommes condamnés à vivre à partager cette île, même là nous avons des différences culturelles, même là nous avons des différences qui allaient au-delà de culture, qui allaient au-delà de politique, etc. Mais l'essentiel, c'est que nous sommes des humains. Nous sommes deux peuples, nous avons une histoire, même l'histoire nous bouleversée, mais quand même, nous avons quelque chose de positif là-dedans. Il faut nous préserver et rassurer nous qu'au moins, présence nous et type de relation nous établis avec la République dominicaine va contribuer à comment nous gérer le mieux possible ces relations et aussi à mieux défendre les intérêts de nos ressortissants, de nos compatriotes vivant en République dominicaine. En plus de ça, malgré le passé historique entre les deux peuples, est-ce qu'il y a une meilleure harmonisation pour permettre que vous contrôlez le trafic d'armes qui gagne sur frontière là, qui vraiment met le pays dans le niveau là? Moi, j'ai une position qui est totalement différente en ce sens. Et parce que je dois vous dire que je suis moi-même pour l'existence des forces armées d'Haïti. Et je pense que même si les forces armées d'Haïti, les parents forces armées d'Haïti, nous avons gagné 20 ans, 25 ans, 30 ans de cela, tant qu'on a l'autre pays, l'Amérique, là, qui était l'armée, qui était beaucoup plus sauvage que l'armée haïtienne, mais qui cherche une façon qui harmonise, qui modernise, qui vient mettre des armées professionnelles. Et quand j'étais ambassadeur d'Haïti à l'OEA, j'ai contribué, j'ai participé à la rédaction d'un document qui s'appelle le Livre blanc sur la sécurité nationale, et qui était étalé la nouvelle doctrine des forces armées, de cette nouvelle armée. Et je pense que c'est important parce que les forces armées, c'est l'ADN d'Haïti. Il y en a non. Parce que c'est l'armée indigène qui nous a donné cette nation. Moi, je pense que nous il faut nous avoir l'armée qui a combien de chars, combien de missiles, etc. Nous avons besoin d'une armée qui est professionnelle, qui est là pour protéger nos frontières, et qui est là pour protéger nos forêts, qui est là pour porter assistance les catastrophes naturelles pour accompagner la population. C'est une armée qu'on a besoin, parce que la police nationale, comme institution civile, n'a pas de capacité pour faire toute barrage. Par exemple, la protection de la frontière. Moi-même, je salue les gens de la Polyfonte, mais on a l'impression, pas jamais une collaboration certaine ou bien réelle entre les forces armées dominicaines sous frontière avec la Polyfonte, qui sont deux institutions différentes. On ne peut pas comparer les forces armées et les forces de police. La protection des frontières est généralement réservée aux forces armées. Et pour l'une des raisons, je dis toujours, dans toute rencontre avec des partenaires étrangers, je dis toujours dire, écoutez, la police nationale, c'est une institution importante pour Haïti, comme une institution civile. Il est important pour nous renforcer la police nationale, mais il est important tout pour nous renforcer les forces armées d'Haïti. Par exemple, il y a une institution pour Garde-Côte. Garde-Côte a supposé sortir déjà dans le PNH pour aller dans l'armée, pour aller en bas de l'institution militaire. Une institution pour Polyfonte est supposé convertir en unité des forces armées pour la protection des frontières. Parce que ça gagne sous frontières en termes de trafic, en termes de contrebande, etc. On ne peut pas la ça dans la police. Il est toujours important que c'est une force qui est armée, qui est là pour protéger les frontières contre trafic de drogue, trafic des organes et tout autre trafic illégal qui fait. Mais comment on a fait l'armée qui a baillé et on dit résultat ça lorsque nous quittons le financement, sécurité nous c'est l'autre pays qui a fait la police, l'armée pas jamais capable de vivre au niveau normal, c'est parce que nous c'est l'autre pays qui peut nous l'argent, Canada, États-Unis. Donc est-ce que nous pas de repenser le budget national nous pour nous capable de dire OK, on prioriser bagay ça. Ah ben tout ceci doit être une décision souveraine. C'est à nous autres Haïtiens, notamment les Parlement, la question budget pour nous décider, pour nous dire, et on va avoir une approche particulière pour la sécurité nationale en renforçant les institutions de sécurité nationale.
Constitution dit, et pas moins qui crée. Constitution dit, il y a deux institutions quand il s'agit de la sécurité nationale. Il y a deux institutions de sécurité. Il y a la police nationale, il y a les forces armées d'Haïti. Et bien dans ce cas, si la Constitution en prévoit, c'est à nous autres pour nous créer des moyens, pour nous joindre des possibilités financières à travers notre budget national, pour nous rassurer, pour nous faire un choix. Si nous faisons choix pour nous renforcer la sécurité du pays, pour nous rendre l'État en soi, l'État qui est fort, et on l'État qui a protégé les frontières, qui a protégé ça, qui a entré sous frontières, etc., etc. Parce que c'est tout un processus, c'est toute une vision et c'est toute une décision politique. Qui me trouve en parenthèse, est-ce que nous ne pouvons pas tourner à service militaire et de manière obligatoire? Je pense que moi-même, j'aurais opté pour ça. J'aurais opté dans la réforme constitutionnelle, j'aurais opté pour un service militaire obligatoire, notamment quand nous avons des jeunes qui tapent même camp pour une période d'une année et servir et porter contribution. Parce que l'armée n'a pas seulement on parle en guerre avec notre pays. L'armée a non seulement contribué à discipliner et jeunes, mais il contribue aussi à créer, à renforcer ce sens de patriotisme, la et jeunes, qui permettent au moins qu'on est que là pour défendre cette patrie, défendre ce territoire, mais qui connaît tout là, qui a porté contribution en catastrophe naturelle, tout le monde qui a mis un uniforme sur eux pour porter secours à des frères et sœurs dans une zone bien déterminée qui est dans problème. Je pense que c'est extrêmement important et moi-même j'aurais opté pour reconsidérer une telle approche et même mettre dans le projet de constitution un service militaire obligatoire ou bien un service civique obligatoire. Je dis Haïti tout non paria, peut-être qu'un pile pays pas capable on dit collaborer avec nous, coopérer parce que tout simplement nous avons une crise politique qui est infinie. Nous avons, c'est-à-dire tout compartiment société a ses problèmes. Il y a les États-Unis qui ont même révisé politique migratoire et Haïti pas épargné. Dernièrement, il y a un service consulaire, ambassade américaine qui sortit une note qui fait qu'on est que Haïtien qui t'a doué à prendre visa immigrant, t'a doué à le rendre Bahamas. Dernièrement, on t'a écrit sur ça. Absolument. Et on t'a même proposé pour que ouvrions un consulat au niveau du Cap haïtien. Un bureau consulaire au niveau du Cap haïtien. Bon, je pense que, écoutez, on essaie de faire jeunesse rapidement. Et il y a eu une décision du président Trump, mon executive order, qui était venu déclarer certaines organisations en Haïti comme des organisations terroristes. Et venir l'autre executive order côté qui vient mettre des restrictions sur des citoyens de plusieurs pays, y compris Haïti. C'est-à-dire pour les citoyens, il y a des restrictions totales pour rentrer aux États-Unis en termes de pas de visa, ou du moins si il y a un renouvellement de visa pour faire, pas faire, etc. parce qu'il tombait dans la catégorie. Mais heureusement, il y a une catégorie que l'administration Trump n'a pas considéré de quitter la côté. Parce que je pensais que son catégorie qui est importante, c'est le regroupement familial. Pour un monde qui a madame, qui a mari, petite, qui des citoyens américains, ou du moins qui des résidents américains qui te font demande de résidence pour un membre famille. Ils sont candidats pour une carte verte. Ils sont arrivés à la dernière étape pour aller dans l'interview avec un officier consulaire américain. Mais malheureusement, avec la situation de sécurité, nous connaissons tous un pile diplomate américain, viennent gagner une sorte de fonctionnement qui est vraiment à bas niveau. Et la majorité des diplomates sont allés. Et c'est que le rythme d'interview est capable de suivre ici, il a souhaité faire dans notre pays. Il a décidé Nassau qui est tout près de nous. Mais je pense que quelque part, nous avons réaction des autorités bahaméennes, mais quelque part, je pense que l'étape vraiment difficile et pour des compatriotes haïtiens et même pour familles qui aux États-Unis qui sponsorisent des Monsao, coût, ça d'avoir gagné. Par exemple, on prend le cas de un monde de 55 ans, de 60 ans, un vieillard, que petit il a voulu chercher, qui ont interview résidence. Même pour venir au consulat
américain à tabac, il a besoin d'un monde qui accompagne qui mène le venir. Parce qu'il n'y a pas de cas pour compte. Bon, maintenant, si le monde a pour la Nassau, il vient un coup double pour la famille qui est là-bas. Pour le payer billet pour 2 personnes, pour le payer chambre hôtel, ensuite pour le monde qui a moyen pour si c'est 2 jours, 3 jours à faire, pour les cas qui a moyen pour subvenir à besoin pendant ces 3 jours. Et puis, barrière linguistique, là, barrière langage, tout le monde arrive à Nassau, à qui est-ce qu'il va parler? Qui est-ce qu'il va recevoir? Quand il y a là, une situation qui a créé une équipe raqueteur par le dit, nous avons fait ça pour vous, on va attendre tellement de bureaux fait, on va attendre un peu de monde victime. Je pense que là, nous tenons compte de limites qui gagnent, la limitation qui gagne en majorité de monde ça généralement bénéficiaire là, en termes de langage pour anglais, pas comprendre anglais, en termes de capacité pour connaître comment pour voyager, aller là-bas, etc. Bah, c'est une étape vraiment difficile. Et il y a des gens certainement qui a fait, qui a offert tout ça, mais la majorité est étape difficile pour eux. Est-ce pourquoi je pense que l'État, il a de bon temps que l'État intervienne à chaque fois il y a des citoyens ou bien citoyennes en situation difficile. Moi, je suggère ça aux autorités haïtiennes. Il y a faire une consultation, évaluer la faisabilité de ouverture d'un bureau consulaire dans la ville du Cap haïtien. Comme malheureusement, situation Port-au-Prince comme ça, bon, nous espérons que le pape reste comme ça, mais bureau consulaire, ça, au Cap, il a facilité, même les gens n'ont pas le fond, ils dépensent quand même, mais au moins les sous-territoires la calé. Il n'y a pas de problème l'anglais, il n'y a pas de problème transport là, et l'a organisé quand même pour arriver au Cap. Et bureau ça, avec seulement mission pour lui conduire des interviews à monde qui a rendez-vous pour aller à l'interview. Parce que ça a probablement agiliser le processus là, aider les familles ça. Ça, son approche, à mon avis, parce que c'est une approche qui est beaucoup plus humaine et qui a plus de compassion, qui va permettre au moins et question ça à gérer et au fait parce que la ville du Cap, je pense que l'a servi, il a desservi tout le Grand Nord et on a besoin des gens qui sont sortis dans le sud, dans le Grand Sud ville Nadal. Qui n'a seulement par voie aérienne. Il est capable nécessairement de voir, mais il y a des gens qui prennent un bus, qui prennent une machine, qui viennent à le Cap quand même, qui sont dit Port-au-Prince, à le Cap quand même. Et même parce que ça a vraiment aidé le département du Nord, notamment la ville du Cap. Il a un apport économique à l'économie locale. Il t'a permettre au moins de plus de sensation des autorités capoises pour contribuer, pour faire un effort pour nettoyer la ville là. Et il t'a au moins tout permettre aux gens qui viennent pour interview au bureau consulaire, il a tout même venir préparer pour voyager pour un avion et tout aller. On va ne tout aller aux États-Unis parce que généralement cette interview, ça peut arriver rarement. Il y a un document qu'il faut aller chercher, etc. Mais généralement, dans l'interview, ça, mon qui était passeport, dans quelques jours, il y a le passeport avec visa résidence pour voyager. Je pense que c'est toute une série d'aspects comme ça, nous doit supposer considérer. On voit comment, on évalue, est-ce possible. Est-ce qu'il n'y a pas de doute que la proposition là, même mon cap dirigé, il prend en compte parce que, par exemple, Saint-Domingue, côté que étudiants, un paquet de citoyens qui ont un problème, c'est très difficile pour lever le petit doigt. Maintenant, les nappes prend sur le plan diplomatique, États-Unis et République dominicaine, c'est 2 pays différents. Donc, est-ce que vous pensez, les autorités nous bien assez poigne pour que vous négociez un bagage comme ça avec les États-Unis? Bon, moi, honnêtement, je ne vais pas mettre capacité ou du moins volonté en doute. Je pense que... Non, juste les réalistes, tout simplement. Bon, en effet, je suis d'accord avec vous, mais moi-même, comme non seulement d'abord un citoyen concerné, et comme un ancien officiel du gouvernement, et je pense que ça vaut toujours la peine pour explorer avec des partenaires possibilité de quelque chose. Ça vaut toujours la peine de demander. Parce que ou pas demander ou pas jamais explorer possibilité si le faisable ou pas et logistiquement qui ça nous a fait, qui ça nous a offert ou pas jamais essayer pour dire le gouvernement américain va pas accepter. Non. Il faut essayer, il faut demander. Il faut explorer la possibilité. Parce que
là où l'on situation côté de Nassau, Bahamas, le gouvernement bahamien n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Au Parlement de nous Santo Domingo n'a pas de visa depuis plus d'1 an. Mais est-ce que c'est pas une façon pour isoler nous plus? Bon, pas dire son façon pour isoler nous parce que yo quitté, yo pas heureusement exécutif order va retirer et catégorie Oui, mais familiale là. Tellement bien verrou. Oui, mais verrou yo, certainement on a toujours un verrou, mais l'essentiel c'est que nous autres autorités haïtiennes, yo supposé chercher une façon pour voir comment yo ka agiliser le processus parce qu'il y a plus d'autres pays fait. Ou qu'à discuter avec des autorités et consulaires, ou du moins des représentants des ambassades étrangères, à chaque fois qu'on question donnée, ou discuter avec eux et explorer les possibilités comment nous contourner de manière légale. Et je pense que la création, du moins l'ouverture d'un bureau consulaire, même ad hoc, même de manière provisoire, dans le département nord, qui impact négatif sur les États-Unis d'Amérique. Je pense que les États-Unis d'Amérique ils ont une mission, l'ambassade des sections consulaires ont une mission pour les conduire des interviews, du moins pour analyser les dossiers pour permettre des citoyens ressortissants haïtiens d'entrer sur le territoire. Si il y a une difficulté pour le moment à Port-au-Prince, côté siège central là, mais on ne peut pas punir les citoyens qui ne parlent rien pour ça. Certainement obligé de déplacer des diplomates pour des questions de sécurité. Eh bien, l'autorité haïtienne nous a offert possibilité ça. Comme le département du Nord, la ville du Cap, fonctionne plus ou moins en sécurité là-dedans, et il y a des activités, des vols commerciaux internationaux, et là, ni domestiques, tout là, eh bien, en nous, dans quelle mesure, donc, est-ce que possibilité à nous discuter pour nous voir comment nous arranger un arrangement, un bureau consulaire qui permet au lieu de nous aller Nassau, bon, comme Barry Nassau encore, comment vous nous résoudre le problème? Évidemment, dernier point pour aborder pour faire l'émission, ça, c'est le sommet des Amériques. Le sommet des Amériques, ça va être le 10e sommet des Amériques. On connaît le sommet des Amériques qui a commencé en 1994 à Miami. C'était sous l'égide du président américain Bill Clinton à l'époque. Mais 10e sommet, la fête année ça, dans Punta Cana, République dominicaine, à la fin du mois de novembre 2025. Ce sera encore une autre opportunité pour la République d'Haïti, pour le faire en dévoiler, pour lui présenter sa situation par devant le monde, par devant les partenaires régionaux. Parce que le sommet des Amériques, là, c'est tous les chefs d'État et de gouvernement de la région, du continent américain. Et je crois que le président Trump a déjà exprimé sa volonté d'y être à Punta Cana. Et je pense que ce sera l'opportunité pour les autorités haïtiennes, non seulement pour continuer à forger des alliances, notamment dans la région, mais aussi pour voir comment on peut continuer à contribuer pour rendre relations bilatérales haïtiano-dominicaines, pour harmoniser cette relation. Parce qu'il est important de continuer à discuter avec les autorités dominicaines pour nous essayer d'arriver à l'ouverture des frontières, ou bien à l'espace aérien. Ou imaginez la délégation haïtienne qui pourrait aller dans le sommet des Amériques en novembre à Punta Cana, va l'obliger de voyager à Miami, de Miami à Punta Cana. Et pourtant, on pensait que ce serait de bon ton de continuer à négocier, voir comment on pourrait obtenir ensemble. Mais est-ce qu'on sait qui la cause, l'autorité dominicaine, pas voulu reprendre une relation normale? Bon, par contre, une vraie intention, mais généralement, ils disent toujours que c'est une question de sécurité nationale, il n'y a pas rien contrôle, et pourtant, ces frontières-là beaucoup plus faciles à mal gérer et que l'espace aérien. Exactement. Parce que je pense que l'espace aérien est beaucoup plus sécurisé, parce qu'il y a plus de contrôle. Et je pense que ça fait partie de discussion. Autorités diplomatiques nous a continué à discuter avec l'autorité dominicaine. J'espère qu'au moins, on a fini d'arriver à un accord, même quand on a un rétablissement de manière partielle des vols, même quand une fois, ou 2 fois, 3 fois par semaine. Mais au moins, parce que ça vaut la peine pour nous continuer à discuter avec les autorités dominicaines et pour nous trouver un espace de coopération, coopération qui est beaucoup plus harmonieuse, une coopération qui va permettre nous, en mesure, pour nous mieux défendre les intérêts de nos ressortissants et d'autres intérêts. Parce que
L'important pour nous toujours parler de ça, nos compatriotes qui vivent en République dominicaine sont main-d'œuvre qu'ils ont besoin. Dans ce cas, je crois qu'il y a eu le Conseil économique et social suite à réunion 4 présidents, anciens présidents. Il y a un document. Et dans le document, ça, bien quoi, il parlait de régularisation de la main-d'œuvre haïtienne. Parce que au pas qu'à une main-d'œuvre au besoin, il est nécessaire. En même temps, il y a une obligation pour sécuriser le territoire, pour contrôler l'immigration. Nous respectons ça. Mais cette main-d'œuvre qui travaille dans le secteur touristique, secteur construction et secteur agricole, en nous, dans quelle mesure nous pouvons régulariser. Si son permis on permis de travail pour un an renouvelable et que compagnie qui a besoin de main-d'œuvre, il fait demande là, il organise. Comme ça, non seulement doit être respecté, les mois arrivés pour toucher, pas obligé de l'immigration pour courir, aller quitter comme là, etc. Je pense que la bonne coopération qui est normale, une sorte de migration planifiée et ordonnée. C'est là qui est important. Mais on a toujours insisté sur ça. Nous respectons le droit des Dominicains de régulariser la politique migratoire de leur pays pour contrôler qui est sur le territoire, comment on l'a de manière régulière ou irrégulière. C'est leur droit. Mais en même temps, il est important tout pour nous toujours prôner un processus de régularisation parce que c'est une main-d'œuvre au besoin. On ne pas essayer de quitter toujours dans l'incertitude. C'est la plus bénéfique et pour les entreprises dominicaines, pour une main-d'œuvre qui est régularisée, qui a une période donnée selon l'immigration dominicaine, et ça permet au moins de respecter, pas parlant toute une série d'abus qu'à commettre, mais au moins qu'à permettre nous de gagner non seulement une relation harmonisée, mais côté nous avons des main-d'œuvre haïtiennes qui travaillent, qui une migration qui est régularisée. Une migration qui est régularisée, qui est ordonnée, et côté nous avons présence travailleurs qui travaillent, non seulement qui contribuent à l'économie dominicaine, mais aussi qui contribuent à l'économie haïtienne. Merci un peu, M. Bokshi Edmond, aussi ancien ambassadeur, ancien ministre. Je suis content aujourd'hui pour nous garder tout point ça qui concernait relations Haïti avec tout pays, avec les organisations internationales, parce que c'est très important. Depuis quelque temps, on a cherché des solutions à travers les acteurs nationaux. Malheureusement, qui ne peuvent pas arriver là, mais est-ce qu'on peut dire heureusement? Bon, peut-être qu'à oser dire, il y a des gens qui, de l'autre côté, qui a aidé nous penser, bien que ce n'est pas ça le doyer, mais quand même nous obligés à accepter des aides qui peut-être capables de mettre nous sur bonne voie. Merci beaucoup d'être répondre à l'invitation. C'est un plaisir pour me dire avec vous, même qu'à dire pour me finir, que ils sont obligations pour chaque Haïtien pour tenir compte de responsabilité nous envers Haïti. Haïtiens qui en Haïti, Haïtiens qui en diaspora, et particulièrement Haïtiens qui en diaspora. Reconstruction Haïti n'a pas qu'à faire sans Haïtiens qui en diaspora. Cela veut dire que aide-nous, contribution-nous extrêmement importante. Et notamment la question de connaissance. Pour nous refaire pays ça, nous ne pouvons pas refaire Haïti sans diaspora. Mais il est important tout, pour chaque monde, penser que Haïti nous vient aujourd'hui, nous ne sommes pas fiers de lui. Il faut nous travailler davantage pour nous rassurer nous que nous avons l'autre pays. Et pays, ça n'a pas quitté pour petit nous demain, pour ne pas juger nous durement. Parce que nous avons pour obligation, pour notre travail, pour nous quitter l'autre Haïti, un Haïti qui est meilleur pour nos jeunes, pour nos enfants, parce que demain leur appartient. Et nous-mêmes, nous devons travailler aujourd'hui pour nous rassurer que nous faisons des contributions pas nous. Parce que Haïti pas doit mourir, Haïti doit vivre. C'est un plaisir pour me dire avec vous. Merci, Monsieur le ministre. C'était analyse qu'on a suivi avec nous. J'aime dire tout à l'heure, invitez-nous, c'est ancien ambassadeur, ancien ministre, Bokshi Edmond. Non pas M. Marvin Pierre, on a croisé très prochainement, rester sous Métropole. À bientôt.